Les organisateurs du colloque m'ont aidé à cela parce qu'ils ont posé la question provocatrice, mais pour mon rapport, ils m'ont déjà donné un élément de réponse, puisqu'ils ont intitulé mon rapport « Une puissance commerciale au service du développement ». Et c'est dans la ligne d'ailleurs de ce que nous a dit monsieur le député Omarjee. Si l'Union européenne est une puissance, c'est une puissance commerciale. Je vais vous en parler en tant que juriste, parce que je crois que les géographes, les économistes ont beaucoup plus que nous à dire sur ce qu'est ou que n'est pas une puissance commerciale. Ce que peuvent dire les juristes, c'est quels sont les éléments qui permettent à l'Union d'être une puissance commerciale si elle veut, ayant les moyens juridiques, les développer de manière appropriée. Et je ferai pour cela 3 séries de remarques. D'abord, que signifie pour un juriste un modèle de puissance commerciale appliqué à l'Union européenne? Et c'est seulement après que je verrai si c'est une puissance modèle, une puissance commerciale modèle ou une puissance modèle. Il y a ici un doute. Et enfin, quelles sont les faiblesses de cette puissance? De manière assez déséquilibrée, parce que grâce aux interventions qui m'ont précédé, je peux me permettre de développer plus certains éléments et moins d'autres par rapport à ce que je ferai dans la communication écrite. Premier élément, donc, l'Union européenne, un modèle de puissance commerciale. Avec un point d'interrogation, y a-t-il dans le droit de l'Union européenne les éléments pour en faire une puissance commerciale et un modèle de puissance commerciale? Et la réponse est oui. La réponse est oui, nous le verrons essentiellement dans les éléments juridiques forts que sont les compétences et les moyens. Mais également, la réponse est à chercher dans les objectifs de l'Union. Avec le traité de Lisbonne, on a un article 3 qui a essayé, tant bien que mal, de regrouper les objectifs de l'Union et qui mérite d'être examiné, je dirais, en prolégomène à une étude plus technique. Si on voit l'article 3 du traité sur l'Union européenne, sans rentrer dans les détails, il consiste en 5 paragraphes, et le paragraphe qui concerne la puissance commerciale n'est pas, à première lecture, le paragraphe consacré au marché intérieur. Et pourtant, nous verrons après que marché intérieur, union douanière, puissance commerciale sont absolument indissociables. C'est dans le paragraphe 5 sur l'action extérieure qu'on trouve les éléments. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts, comme l'a bien fait remarquer le député Omarjee, parce que c'est même dans les traités qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. C'est donc une obligation d'ailleurs pour l'Union. Mais ensuite, elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité, au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, j'en passe et des meilleurs. Ce qui est intéressant, c'est que les auteurs de cet article ont essayé, dans le paragraphe 5, de combiner une série d'éléments qui étaient déjà là, n'ont pas été inventés pour le traité de Lisbonne, ni même pour le traité constitutionnel, parce que c'est à ce moment-là, en réalité, que cela a été écrit. Ça a été une manière d'essayer de rassembler ce qu'il y avait déjà dans le traité de Rome, dans le traité CE, et pas seulement, j'insiste toujours pour dire que l'Union n'a pas 60 ans, elle en a 65, comme votre serviteur, elle est née à Paris comme votre serviteur. Mais ça, c'est un détail sans grand intérêt. Alors, les objectifs, on les trouve, si on cherche le commerce international, au paragraphe 5 sur l'action extérieure de l'Union, mais en réalité, il faudrait absolument revenir au paragraphe 3 sur le marché intérieur. Et c'est ce que nous allons voir en regardant d'un peu plus près les compétences de l'Union. En effet, ce qui fait de l'Union une puissance potentielle et, je crois, une puissance réelle en matière commerciale, ce sont les compétences qu'elle a en matière de commerce international et dans les matières strictement connexes au commerce international.
L'Union européenne, la communauté européenne qui l'a précédée, est une union douanière. C'était déjà présent dans le traité de Rome. Et je vous rappelle que l'union douanière, de manière interne, a été achevée le 1er juillet 68, avec 18 mois d'avance sur le calendrier. C'est une union douanière, ce qui signifie qu'elle a un tarif extérieur commun, ce qui signifie qu'il n'y a pas de place pour des accords de chaque État membre en matière tarifaire. Et c'est ça la logique qui a amené à donner une compétence exclusive en matière de commerce international à l'Union. Et je crois que c'est vraiment la racine de la puissance commerciale que l'Union a su ensuite effectivement développer. La compétence en matière de commerce extérieur, on la trouve à l'article 207. Je ne vais pas l'examiner en détail, mais je vais insister sur le fait que cet article sur la politique commerciale est indissociable du fait que nous avons une union douanière, articles 28 et 29 du traité sur le fonctionnement de l'Union, mais également articles 31 et 32. Et je veux rappeler un élément fondamental. L'Union européenne étant une union douanière, il y a un mécanisme pour les biens importés qui en fait des marchandises en libre pratique. Un bien importé d'un pays tiers ou importé même d'un PTOM, en tout cas importé d'un territoire qui n'est pas dans le marché de l'Union douanière, est contrôlé à son entrée, et une fois qu'il est entré dans l'Union, il est traité exactement comme un produit qui a été élaboré. Je reviendrai en conclusion 2 minutes sur le Brexit, mais ça c'est un des points extrêmement importants dont les Britanniques, mais aussi nous, n'avons pas encore fini de voir les conséquences. Au-delà de cette question de la libre pratique, l'union douanière n'a de sens dans l'Union européenne, et j'insiste dans l'Union européenne, que parce qu'elle est le réceptacle d'un marché intérieur, et ça on en a parlé beaucoup, c'est-à-dire liberté de circulation des produits, des marchandises, des services, des personnes et des capitaux. Et donc c'est tout cet ensemble d'éléments qui fait que l'Union a des compétences très fortes qui ont permis de développer le commerce à l'intérieur de l'Union, mais aussi d'en faire une puissance commerciale externe. Quels sont les moyens, je serai beaucoup plus bref sur cela, les moyens d'action de l'Union en matière de commerce? Eh bien, ce sont d'abord les accords internationaux, accords de commerce, pour lesquels il y a des éléments de procédure particuliers, où le Parlement n'a pas le pouvoir de codécision, contrairement à d'autres types de commerce, et ça c'est pour des raisons historiques, mais aussi, et je remercie le député Morgine de nous avoir rappelé, les accords de pêche, qui sont un élément extrêmement fort et soumis à un régime procédural légèrement différent. Donc des accords internationaux, et donc l'Union a des objectifs, elle a des compétences qui peuvent en faire une puissance commerciale, elle a des instruments qui sont les accords internationaux. Mais elle a quelque chose de plus qui n'était pas forcément perçu comme cela au moment du traité de Rome, mais qui l'est devenu par la suite, par la pratique, c'est que l'Union a une compétence normative sur son propre territoire. C'est l'Union qui, sur la base notamment de l'article 114 du TFUE, mais parfois sur d'autres bases juridiques, établit des normes applicables aux produits sur son territoire, mais aussi aux produits qui sont importés. Et ça, c'est un élément qui a fait de l'Union une puissance commerciale très forte, avec 500 millions pour le moment d'habitants, probablement 440 dans 2 ans. C'est quand même un marché très fort, surtout que ce sont des habitants qui ont un pouvoir d'achat moyen assez élevé. C'est donc un marché d'attraction et qui a, de ce fait, un impact bien au-delà de son propre marché sur le commerce international.
Voilà pour les éléments qui font de l'Union une puissance commerciale. Et je ne crois pas qu'il y ait énormément de choses qui distinguent l'Union dans l'océan Indien de l'Union dans la Caraïbe ou l'Union dans le Pacifique. Dans l'Atlantique Sud, c'est un peu différent parce que ce ne sont pas les peu de PTEM, d'ailleurs britanniques, et extrêmement isolés qui en font un point de commerce international fort. Deuxième point, l'Union européenne étant une puissance commerciale, en ayant les moyens, est-elle pour autant une puissance commerciale modèle? Tout dépend de ce qu'on entend par modèle. Ça peut être une appréciation d'ordre moral, ça peut être une appréciation, on en a déjà entendu parler, de offre de quelque chose qui serait le meilleur modèle, je ne sais pas. Mais là aussi, je crois qu'il faut revenir au texte. Les objectifs de l'Union, et nous l'avons déjà vu, montrent bien que ce n'est pas une puissance modèle ingénue. Le premier objectif en matière de commerce international, c'est la protection des intérêts de l'Union. Et il en va de même d'autres éléments. Il faudrait une analyse plus longue que je ferai par écrit pour le démontrer. En ce qui concerne ensuite les compétences qui pourraient faire de l'Union européenne une puissance modèle, cela a déjà été évoqué, mais il faut le souligner, il y a la coopération au développement qui a été le fruit de la décolonisation, puisque au départ, ce qui était prévu, c'était l'association des pays et territoires d'outre-mer. Beaucoup de ces pays et territoires d'outre-mer, originaires étant devenus indépendants, comme l'on sait, ont été à l'origine de la politique d'aide au développement de l'Union. Il y a une compétence en matière de coopération économique, financière et technique avec les pays tiers, et enfin une compétence en matière d'aide humanitaire. Et puis, il y a des éléments en matière de politique extérieure. Dans quelle mesure ces compétences-là sont-elles dotées de moyens d'action forts? Peu. Pour l'aide au développement, il faut rappeler qu'à la différence de la compétence en matière commerciale, ce n'est pas une compétence exclusive, ce n'est même pas une compétence partagée, c'est une compétence d'appui. Donc les premiers acteurs dans les traités, ça veut dire que c'est ce que les États membres ont voulu jusqu'à présent, les premiers acteurs de la politique d'aide au développement de l'Union, ce sont les États membres. L'Union intervient en plus, elle essaie de coordonner, elle y parvient avec certains, pas forcément avec d'autres. En ce qui concerne les deux autres chapitres que j'ai vraiment explorés, il y a un peu plus de moyens sur le papier, mais pas beaucoup de moyens budgétaires. Vous voyez qu'on s'éloigne peu à peu de l'idée du modèle. Et cela m'amène au troisième point que je voulais développer, les faiblesses de la puissance. Cela a déjà été évoqué, mais il faut y insister. Les faiblesses de la puissance tiennent au fait que, bien évidemment, si l'Union est une puissance commerciale, ce n'est pas un État. C'est un ensemble d'États qu'il faut mettre d'accord, même s'il suffit de les mettre d'accord dans la plupart des cas à la majorité qualifiée. Cela ne signifie pas que l'Union ait les moyens d'une politique très offensive si elle ne réussit pas à convaincre la plupart des gouvernements et donc aussi la plupart des acteurs politiques internes des États. Et ça, c'est un premier élément de faiblesse qui a déjà été souligné et qu'on voit particulièrement bien dans l'océan Indien, mais de manière générale en ce qui concerne les Outre-mer. Qui s'intéresse vraiment aux questions d'outre-mer, si on parle d'État? L'Espagne, la France, le Portugal pour les régions ultrapériphériques. Pour les PTOM, la France, les Pays-Bas, un tout petit peu, le Royaume-Uni. Et j'y reviendrai dans un instant, là on a un défi très très fort à relever.
Mais en dehors de la question même du Brexit, en dehors de la question d'arriver à des majorités, le fait que l'intérêt de l'Union et d'abord l'intérêt de ses États membres fait que la manière de percevoir ces intérêts est très différenciée. Et l'exemple des accords de pêche est tout à fait typique. Pourquoi est-ce que la Hongrie s'intéresserait aux accords de pêche, si ce n'est pour importer du poisson? C'est la seule chose qui peut l'intéresser. Et quand je dis la Hongrie, cela vaut aussi pour l'Autriche, cela vaut aussi, en réalité, très largement pour l'Allemagne. Et donc, si on parle d'intérêts, et on a bien vu qu'on part des intérêts, les intérêts sont beaucoup plus faibles qu'il n'y paraît, d'où la difficulté pour un parlementaire européen très engagé à faire mettre à l'ordre du jour des plus hautes instances de l'Union une forte politique monétaire. Mais même au-delà, il y a des divergences d'intérêts, il y a également une tension entre les intérêts des États souverains, les intérêts des PTOM et les intérêts des régions ultrapériphériques. Je ne le soulignerai pas parce que ça a été très bien illustré et je les en remercie par les trois précédents intervenants. Je terminerai sur la question du Brexit. Lorsque j'ai proposé un plan détaillé, c'était avant la déclaration du 29 mars, et donc j'ai proposé le titre, le Brexit, le brouillard dans l'océan Indien. En effet, le Premier ministre qui a fait rentrer l'Union européenne dans le Royaume-Uni dans le marché commun, Edward Heath, est aussi celui dont le Parlement a voté une loi qui a mis fin au célèbre FOG londonien. Je me suis demandé, quand j'ai vu David Cameron proposer son référendum, s'il ne voulait pas réintroduire le FOG. Ce qu'on a vu, c'est une période de brouillard intense pendant 9 mois, et le brouillard commence à peine à se dissiper. On sait maintenant, parce que c'est dans la lettre du Premier ministre britannique, que le Royaume-Uni veut sortir de l'union douanière et ne veut pas faire de cherry picking, comme on dit en anglais, c'est-à-dire, après on verra les faits, ne veut pas avoir certains morceaux du marché intérieur et pas d'autres. Ce que veut le Royaume-Uni, c'est sortir et, dans le futur, avoir un accord de libre-échange. Il me semble que c'est tout ce qui est dit là. Un accord de libre-échange ambitieux qui demande un accord de libre-échange au rabais, je ne l'ai encore jamais vu, ambitieux avec l'Union européenne. Ce qui est inquiétant pour les Outre-mer en général, mais aussi, je pense, pour l'océan Indien, c'est que la présence des questions d'outre-mer est faible dans les documents britanniques. Rien dans la lettre du Premier ministre, quelque chose dans le livre blanc sur la grande loi de révocation des textes européens qui introduira dans le droit britannique le droit européen. Mais si on pense justement aux questions des éléments juridiques qui s'appliquent dans la région, ce sont des éléments qui sont d'un côté des accords commerciaux, et si le Royaume-Uni veut, comme il l'annonce, avoir ses propres accords commerciaux avec un certain nombre d'États et dans l'océan Indien en premier lieu, cela signifie une concurrence qui peut-être deviendra quelque chose de bon, mais qui signifiera beaucoup de travail, beaucoup de lutte d'intérêts dans l'océan Indien. Et puis, sans aller dans un futur éloigné, il y a la question plus proche, la question de la sortie du Royaume de l'Union. Qu'est-ce que cela signifiera en termes de contribution au budget, en termes de paiement d'une facture que Michel Barnier présente comme assez élevée pour les programmes en cours. Et donc, avant même que le Royaume-Uni soit dehors et ne contribue plus, le risque qu'un certain nombre de programmes soient rasés ou légèrement écrémés pour faire face à des contraintes budgétaires supplémentaires.
Et malheureusement, pour beaucoup à Bruxelles, mais beaucoup dans les capitales européennes, ni l'océan Indien, ni la Caraïbe, ni le Pacifique ne sont les priorités. Je ne voudrais pas terminer sur une note trop pessimiste. Il y a quand même beaucoup à faire et il y a encore beaucoup de possibilités de développement plus fort dans la région.